Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique de l'homme bicentenaire. Un film sorti en 2000 de Chris Columbus avec Robin Williams, Bette Davidtz et Sam Neill, entre autres. Il a coûté $100 millions, il n'en a rapporté malheureusement que 90 environ, ça dépend des sites, ce fut quand même un gros flop. Il dure 2h12 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h12 ? Eh bien c'est un robot, Andrew, qui veut avoir son indépendance, qui veut devenir un homme, une sorte de Pinocchio modèle géant. Robin Williams joue un robot qui a des émotions, qui va développer ses émotions et qui va vouloir devenir un homme. Alors, j'ai toujours été très touché par ce film, je l'ai vu tout petit. Je l'avais jamais vu en entier, il me manquait un peu le début. Mais oui, le film il est très touchant. Mais le film a une mauvaise cote, curieusement. Voilà, il y a beaucoup de critiques qui trouvent que le script est assez mauvais. Mais personnellement, à vie personnelle, j'en ai eu un bon souvenir. Mais plus je regardais des choses dessus sur internet, et plus je me suis rendu compte que le film était vraiment pas bien du tout, en tout cas très mal critiqué et très violemment aussi critiqué. Alors c'est une adaptation de la nouvelle éponyme d'Isaac Asimov, parue en 1976, ainsi que du roman qui en a été adapté par Robert Seivelberg, The Positronic Man. Je n'ai pas vu la nouvelle. Après, vous savez, ces lois de robotique, ce n'est pas trop mon fort. Ça, je trouve que c'est plus une fiction qui a après pris le pas, mais ça reste de la fiction, les lois robotiques donc. Mais après, on peut peut-être développer un peu d'autres références que forcément la littérature, puisque le film se place quand même dans notre milieu contemporain. Il y a des références à un peu de tout, à la mythologie, avec une femme robot qui s'appelle Galatea, référence à la statue que les dieux ont rendue vivante dans le mythe de Pygmalion, mais aussi d'autres références, 2001, Demolition Man, référence à Pinocchio comme je disais, Le Magicien d'Oz, et bien entendu le lien avec Isaac Asimov et ses 3 fameuses lois. Un robot n'a pas le droit de nuire à un humain, ni de laisser sans assistance un humain en danger. Un robot doit obéir aux ordres des humains, sauf lorsque ces ordres sont incompatibles avec la première loi. Et la 3e loi, un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'est pas incompatible avec une des 2 premières lois. En regardant le film, ça peut être un petit peu déprimant de voir toutes ces idées d'Asimov passer sous silence pour laisser place à un scénario un peu gentillet, mais qui fait du bien. C'est-à-dire que les thèmes, l'histoire et les thèmes que propose Asimov sont effleurés. Je ne rentre pas dans l'analyse des thèmes de la robotique et tout ça, parce que je pense que ce n'est pas le but d'une critique. Je considère que moi, faisant des critiques, je n'ai pas à rentrer dans ce genre de considération. J'ai à vous évoquer la chose pour vous dire qu'il y a des possibilités de débat, si vous voulez en faire par la suite, et qu'il y a une réflexion qu'on peut appuyer là-dessus, histoire d'être complet et pas que vous me le reprochiez de ne pas en avoir parlé. Mais je ne vais pas discuter sur ces points-là, je trouve que c'est trop prise de tête juste pour de la critique, c'est-à-dire un jugement de valeur, un jugement de goût quand on parle d'un film. Mais on peut dire clairement, sans trop s'avancer, qu'il y a une sous-exploitation des thèmes de la robotique. C'est plus une fable, pour le coup. Un scénario, certes un peu trop guimauve par moments, mais ça reste un film inoffensif. Chris Columbus est quand même un spécialiste des films inoffensifs. Ça devient une comédie, puis ça devient un drame, puis comédie-drame, comédie dramatique, voilà tout simplement. Toute une série d'interrogations vis-à-vis de la robotique ne sont pas traitées, bien entendu, parce que ça n'intéressait peut-être pas le réal, ou les compagnies qui se sont occupées de faire le film. Mais à la fin, ça arrive, enfin. Mais c'est la fin. Et elle est dure pour le coup, la fin du film. Chris Columbus nous présente un futur optimiste, parce qu'on a tellement de films avec des robots qui tournent mal. Mais là, c'est très optimiste. Et ça fait du bien. À la fin, Galatea ne respecte pas la première loi de la robotique. Un robot n'a pas le droit de nuire à un humain, ni de laisser sans assistance un humain en danger, quand elle désactive la machine qui tenait Portia vivante. C'est la libération des machines, la dernière scène du film. C'est un film riche qui invite quand même à des réflexions sur les thématiques SF. Ça ne se refuse pas, non ? Mais ça arrive peut-être un petit peu tard. Parce que le film commence avec une promesse assez forte. Mais le bateau coule lentement, en fait. Il y a une espèce de lenteur qui s'installe. Mais malgré cette lenteur, il y a quand même des actes qui se posent.
3 parties, selon moi, quand je regarde le film. Il y a une partie où il commence en tant que robot, vraiment avec son apparence de robot. Une séquence où il devient peu à peu humain. Il devient, on a l'apparence véritable de l'acteur. Et il va avoir des remplacements d'organes, il va découvrir les émotions et découvrir aussi l'amour. Et une 3e partie, un peu plus petite, sur le futur, où ça se passe bien plus loin par rapport au point initial. C'est le portrait d'un futur pas très réaliste, mais à la limite on s'en fout, en plus on reste pas très longtemps. Mais avec ces 3 actes, ces 3 parties, il y a un problème de rythme qui est flagrant. On le voit très bien, pendant une scène, on a Sam Neill, qui est adulte et tout ça, et 2 semaines plus tard, le robot il vient devant Sam Neill qui est déjà en train de mourir, Il y a des problèmes de durée, d'ellipse, de temps qui passe pendant toutes ces parties. La première partie est vachement laborieuse, on pourrait même dire qu'elle est ennuyeuse, mais il faut placer beaucoup de choses, il faut placer le rapport au personnage, le personnage de Andrew lui-même, mais toutes ces interrogations qui vont après avoir un développement pendant la seconde partie. Après, quand on a la deuxième partie, il devient humain et le film devient un peu romantique, avec toutes les ficelles que nous connaissons. La rencontre, la rupture et la réunion. Franchement, il est émotionnellement pas mauvais. Je me rappelle que Mr. Mea l'avait pas mal défoncé et explique aussi pourquoi il pose problème, mais je trouve qu'il reste fort au niveau émotionnel parce qu'on a le parcours de ce robot. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on a l'impression d'avoir parcouru aussi 200 ans, d'avoir vécu à ses côtés. L'histoire se passe en effet, si j'ai bien lu, entre le 3 avril 2005 et le 3 avril 2205. J'ai ressenti tout le cheminement dingue du film. J'ai l'impression d'avoir vu un film de 5 heures. Ce serait ce genre de film aux enjeux si énormes qu'il lui faudrait bien 3 heures. Donc nous avons un film de 200 ans, tout compressé, avec ce robot qui traverse les générations et c'est complètement fascinant et touchant cet aspect-là. Mais on aurait pu pleurer plus. Il n'y a pas de quoi pleurer parce que ça va trop vite. Et ça, je crois que c'est la grande frustration quand on fait ce genre de film dans des grands studios, c'est qu'on doit tout compresser. On doit compresser un budget, on doit compresser la durée, et après on retrouve un film qui a ses possibilités, son potentiel complètement rabattu. Et quand on voit l'histoire, on le ressent. C'est vraiment ça. 2h12 ne suffisent pas pour rendre compte de la complexité du scénario et de l'ambition de faire parcourir 200 ans aux spectateurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est complètement raté. Notre curiosité avance avec le script. Et on se questionne sur les spécificités qui font qu'Andrew est différent des autres robots. C'est un film sur la liberté. Se libérer des frontières, des conventions, mais aussi de son propre programme, entre guillemets. On vit ici le combat qu'ont mené des milliers d'hommes à travers les âges pour leur liberté. Et pour se faire accepter dans une société hostile. Parce que c'est le cas, à un moment c'est vraiment le cas. Andrew, à force de lire des livres d'histoire, réalise que cette liberté est peut-être la plus noble conquête d'un être vivant. Il y a un cynisme de la part de certaines critiques, par exemple sur la scène de l'émancipation d'Andrew. Une apogée de pathos, j'ai même entendu. Après le discours sur la liberté, il se met à dessiner sur la plage au soleil couchant avec des violons de James Horner. C'est ce qu'avait aussi reproché Monsieur Mea. Mais je trouve que c'est un film optimiste et qu'il est tout à fait de bon goût d'avoir ce genre de scène par rapport à l'objectif du film. Et aussi par rapport à la mise en scène de Columbus, qui est quelqu'un qui est assez optimiste quand il fait des films. C'est bien pour ça qu'on lui avait donné quand même le début de la saga d'Harry Potter. C'est quelqu'un qui fait découvrir beaucoup l'univers plus grand que soi. Je vous rappelle aussi, Maman j'ai raté l'avion, c'était exactement ça. On est vraiment dans la même optique. Et je pense que c'est pour ça qu'il était quand même un petit peu intéressé pour faire le projet. C'est qu'il y avait cette perspective d'un monde qui est hostile, d'un monde adulte qui est hostile et dont Andrew est encore un petit enfant qui va découvrir ses codes et essayer de se les accaparer. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'évolution du personnage. Entre le conflit interne, personnel et externe, et tout ça va évoluer. Interne, c'est être humain à l'intérieur. Le conflit personnel, donc un cran au-dessus, c'est être humain auprès des autres, et le conflit
externe, c'est être reconnu en tant qu'humain aux yeux de la loi. C'est comme ça que je le vois. Peut-être que vous aurez des arcs de conflits différents, mais il y a une étape toujours par rapport à être reconnu en tant qu'humain. C'est l'axe principal et pendant tout le film, le mec va se battre... Enfin, le mec... Moi, j'ai déjà pris parti. Hein. Le robot va combattre les préjugés et va se faire accepter sous toutes ses formes. Dans les premières scènes, on voit la difficulté qu'a Andrew à trouver sa place, non seulement spatialement, dans l'espace de la maison, mais aussi dans son interaction avec les autres personnages. La scène du « bonsoir monsieur » veut tout dire. Le robot crée une boucle qu'il ne comprend pas. Le film reste inoffensif. Il n'y a pas des masses d'enjeux dramatiques, mais on va s'en faire quand même un petit peu pour l'insertion de notre robot dans la société. Robin Williams retrouve Chris Columbus après Madame Doubtfire. L'acteur explique ce qu'il a apprécié dans ce scénario, dans cette histoire. Ce qui m'a attiré, c'est la manière dont l'histoire aborde l'intelligence artificielle et le comportement humain. Il y a des milliers de robots similaires à celui que j'incarne, mais celui-ci a quelque chose de spécial, une curiosité, une aptitude à la fascination. Robin Williams joue l'inexpression, mais aussi le drame. Il a des tirades dramatiques formidables. Il y a un travail sur le corps, sur la gestuelle, et Williams est là pour ça. Et le film se concentre sur les relations humaines plus qu'autre chose, plus que l'intelligence artificielle à promptement parler. Il a beau avoir été intéressé par l'histoire sur le rapport comportemental d'un robot, il n'en est pratiquement rien. Roger Ebert, un critique que j'adore, disait une chose assez juste. Robin Williams passe la première partie du film dans un costume métallique, mais l'humain émerge et c'est le script qui devient robotique. Sacré Roger. Oui, c'est vrai, il y a cette fascination qui tombe complètement et je vous parle même pas de la séquence dans le futur. Hein. C'est peut-être le film le plus mature des films de Columbus. Parce que le héros n'est pas un enfant. C'est un grand enfant. Maintenant que j'y pense, en fait, c'est peut-être la connerie de la plus grande sœur de la méchante qui a favorisé le court-circuit d'Andrew qui l'a fait devenir humain. Ça, c'est assez intéressant. Mais oui, pour revenir sur cet aspect que dit Roger Ebert, c'est vrai qu'au début, on a vraiment cette fascination, on a cette découverte du monde, et puis plus on avance, plus le film perd son objectif principal pour devenir, comme je disais, une romance. Et c'est peut-être pas ce qu'on attendait du film. Après, l'interaction, la recherche de nouvelles choses vient avec le reste du récit. Et le reste des personnages. Il y a beaucoup de personnages dans ce film. Sam Neill en premier. Il donne la dignité au rôle et à Andrew, traité d'abord comme un objet. J'aime bien cet acteur, Sam Neill. Il comprend l'opportunité qu'il a d'éduquer Andrew, presque comme une sorte de rédemption. En voulant faire une comédie dramatique avec de la romance à un moment, justement, il a plus beaucoup de place pour ses personnages secondaires. Et j'ai envie de dire aussi pour le film de science-fiction tout court. Les enfants au début, ils jouent des fois un petit peu mal, mais franchement je l'accepte clairement. C'est assez lisse, c'est assez enfantin, c'est comme ce qu'il avait fait un petit peu avant. Je pense par exemple à la scène de jalousie, quand Andrew se cache derrière un arbre. Les membres de la famille, on aurait franchement voulu en voir davantage, mais dans ce cas-là, ça aurait allongé la première partie encore davantage. Il faut faire des choix. On peut pas tout montrer. C'est très très frustrant, mais c'est comme ça. Le film fait déjà 2h12 et c'est 200 ans qu'il nous est montré. Alors on passe en revue rapide les périodes, certains épisodes. Ça devient un film mécanique qui parle d'humanité. Ça pose un petit problème. Ça parle aussi en dernier lieu d'immortalité. Les gens qu'on aime meurent. Et on voit ce mec passer les générations de sa famille d'accueil et tombe amoureux de la petite fille de Sam Neill, il me semble. Si je ne me trompe pas. C'est touchant, hein. C'est un peu étrange, mais ça reste touchant, hein. C'est un conte philosophique avec beaucoup de scènes tire-larmes. Columbus est vraiment là pour nous faire une histoire dramatique. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Ce n'est pas mirobolant, parce qu'il y a plein de choses qui viennent court-circuiter la dramaturgie, la science-fiction, et la science-fiction est court-circuitée par la dramaturgie. C'est fort de faire un film qui mélange des genres, mais après, l'un déteint sur l'autre. Et au final, le film est en demi-teinte.
il est hybride, et c'est en cela qu'il peut être vachement intéressant, mais en même temps, il ne va pas au bout du propos, quel que soit le genre du film. La réalisation est très clean. J'ai presque envie de dire que c'est même académique. Je veux dire académique, que c'est très très classique. Je m'exprime très très mal sur ce terme d'académisme, mais ce sont des choses que vous verrez avec un plan général, après plan moyen, et après champ contre champ, et après on revient à un plan moyen. Vous savez, ces espèces de découpage télé, quoi. Les plus belles la vie en version robotique. Hein. Ah, mais c'est dommage, mais... Après, il y a quelques moments qui sont fascinants et qui sont encore une fois qui sont classiques. On en revient à des choses qu'on a déjà vues ailleurs. Par exemple, la construction industrielle du robot. C'est une suite d'inserts dans la chaîne industrielle qui me font penser par exemple au trailer de Terminator 2 ou à des scènes de construction de robots qu'on a vues dans des films comme Short Circuit que vous aurez cette semaine justement en critique. C'est une réalisation qui se repose aussi sur un passé cinématographique, un passé de la robotique aussi, mais contrairement à d'autres, ce film-là doit lutter contre la forte influence du robot dangereux, le Terminator. Je vous rappelle, en 1991 ou 92, il me semble, il y avait Terminator 2, et Terminator 2 c'est quand même... une vision de la robotique qui n'est pas tendre. Ce film est clairement là comme une réponse, en quelque sorte. Je pense pas que ça a été une réponse volontaire, mais quand on voit les films s'enchaîner, on se dit qu'il y a clairement une réponse là-dedans, que L'Homme Bicentenaire fait partie de ces films comme Wall-E, comme justement Short Circuit totalement, des films humanistes sur la robotique et non pas des films qui viennent montrer la face noire du robot, de l'intelligence artificielle. Après, je dis que c'est académique, mais il y a quand même quelques trucs intéressants. Voilà, il y a des hologrammes qui sont projetés par le robot, donc ça permet de faire des effets spéciaux qui sont amusants à voir. Et c'est vrai qu'on joue pas beaucoup avec les hologrammes dans les films. C'est-à-dire, bien sûr, les hologrammes n'existent pas, mais que dans les films de science-fiction, on ne s'amuse pas à créer des hologrammes, à créer des scènes avec des hologrammes. Il y a par contre, et ça on l'oublie souvent, un gros travail de son pour les mouvements d'Andrew. Bien sûr, dès qu'il fait un mouvement, il faut faire un son. Parce que l'armure, j'ai presque envie de dire, la combinaison qu'avait l'acteur ne faisait pas tous ces petits bruits. Donc il fallait les rajouter par la suite. Il y a des mouvements qui sont intéressants, par exemple le passage du temps. Comment on fait le passage du temps sur 200 ans ? Donc il y a des petites techniques, voilà. Par exemple, il y a une scène de piano et on fait un fondu. Alors bien sûr, on fait un fondu pour passer d'une image à une autre. C'est super classique. Quelqu'un de très très contemporain d'aujourd'hui ferait un espèce de travelling où on a un travelling, on passe derrière la personne, donc ça fait un noir. Et après, on repasse de l'autre côté et on est des années plus tard. Ici, c'est un fondu. C'est un simple fondu. Voilà. Il n'y a vraiment pas d'effets spéciaux. C'est très très basique. C'est en cela qu'on peut dire peut-être que la réalisation est quelconque. Mais non, en fait, c'est qu'elle est pas quelconque, mais elle n'a pas grand-chose pour elle, comme le film n'a pas grand-chose pour lui. Mais ça reste une production bien touchante. Alors il y a des gars tout de suite très méchants. Ah oui, Chris Columbus, c'est un réalisateur tire-larme. Je pense que c'est pas le cas dans tous ses films, mais c'est aussi une réalisation qui date des années 90. Et c'est quelqu'un qui a du mal à se renouveler. Il faut voir ses derniers films qui ne sont vraiment pas très bons. Donc il arrive avec une réalisation qui est plus ancienne et encore on est au début des années 2000 là, donc c'est pas comme si c'était aujourd'hui. Je n'ai pas vu Pixel, mais je crois que c'est pas très bon. Mais oui, voilà, ça pose un problème. Et puis bien sûr Disney était derrière là avec la laisse pour le tenir un peu à carreau. Oui, la production Disney était un petit peu effrayée par les coûts de production qui étaient fous. Et peut-être que si les coûts de production avaient été importants, on aurait eu vraiment ce qu'on aurait voulu voir avec L'Homme Bicentenaire. Mais là, on lui a coupé, semble-t-il, 20 millions. C'est beaucoup, 20 millions. Et il y a eu des problèmes. Robin Williams, il a accusé le service marketing de Disney d'avoir fait n'importe quoi, parce que, voilà, le film semblait morné, donc les marketeurs, ils ont dit « Mais non, ça sert à rien de le vendre. On va faire une bande-annonce, et puis voilà. » Ah bah c'est sûr, là ça va poser des problèmes. Et je crois que même l'acteur, il a dit « Bon, maintenant, je me casse. J'en ai marre d'avoir des problèmes avec cette boîte. » Et donc, il est parti de la compagnie, parce qu'il avait sûrement des contrats. Et je vous rappelle, il y avait déjà tout un problème avec le génie d'Aladin. Coupe de budget, eh bien, ça amène aussi à quelques rares grands décors, des décors d'Amérique, qui sont peut-être les seuls plans intéressants sur tout le film. Ce sont des plans d'ensemble très iconiques, mais
il y en a peut-être une dizaine, moins même, je dirais moins d'une dizaine. On nous montre la beauté de l'Amérique, mais on ne montre absolument pas la beauté du monde. Hein. C'est très cloisonné. Mais à part cette séquence où il va se balader un petit peu, c'est super cloisonné. On n'a que des décors intérieurs. Parce que ça fait moins cher. Parce qu'ils ont tourné en studio. La maison, par exemple, du début, on dirait que c'est filmé comme Desperator's Wife. Hein, là, c'est clairement du décor de studio. On n'est pas très dépaysé. Ça, c'est certain. On voyage pas. Ça, c'est sûr. On voyage dans le temps, mais pas dans l'espace. Un dernier point sur la musique. James Horner, boulot classique, avec ses petites envolées comme il sait faire. Il est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps, maintenant que j'y pense, c'est vrai. Je rends pas hommage à sa mémoire en parlant de ce film, mais de toute façon c'était un grand compositeur qui avait une identité musicale, ça c'est certain. Vous enchaînez 3-4 compositions de ses plus grands films, vous avez son identité très très claire. Les grands compositeurs ont de toute façon leur identité, ça c'est sûr. Il suffit d'entendre quelques notes et on sait que c'est lui. Et c'est dingue, en fait, de se rendre compte que le film commence, on entend 2-3 notes et on sait que c'est ce compositeur. Je vous conseille pas forcément la composition pour ce film-là, mais le film reste à voir. Je n'ai pas tout dit sur le film, je ne peux pas tout vous dire non plus, mais voilà, je devrais en fait m'arrêter presque sur chaque séquence pour bien cerner ce que veut dire le film. Après, je ne suis pas rentré très profondément dans l'aspect philosophique autour de la robotique, mais comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est là où s'arrête la critique et là où commence l'analyse, si on en a besoin. Bien entendu, on peut le convoquer lors d'une critique, mais là j'en ressens vraiment pas le besoin. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une valeur sûre, sortez les mouchoirs. Alors bien sûr ça va ailleurs que dans le livre, mais je crois justement que précisément, il va ailleurs, et c'est là que c'est intéressant. Il n'est simplement pas un copier-coller, mais c'est une adaptation. Pour le meilleur et pour le pire. On ressent la richesse du propos, mais c'est peut-être pas assez développé à son maximum. Mais je voulais quand même vous évoquer ce film parce que des fois on pense peut-être un petit peu trop à des robots maléfiques en quelque sorte, oui, à des robots qui sont là, qui représentent le mal, la technologie déviante et tout ça, mais il y a aussi des histoires positives sur les robots. Et l'homme bicentenaire en fait partie. Qu'est-ce que je peux lui mettre comme note ? Je lui mettrai un 13,5 sur 20 parce que je trouve qu'il y a quelques émotions qui marchent encore assez bien. Après, Robin Williams se joue très bien. Il ne sera peut-être pas l'homme bicentenaire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera immortel dans nos cœurs. Ceux qui l'ont connu, qui ont été dans une période où il faisait des films, ils ont été très influencés, très marqués par cet acteur. Maintenant qu'il est malheureusement décédé le 11 août 2014, ça fait quand même un choc parce que c'était quelqu'un dont on avait l'habitude de voir régulièrement. Alors il ne s'agit pas pour moi avec cette vidéo de lui rendre un vibrant hommage, ça aurait été Hook. Je ne vous cache pas, Hook aurait été ce vibrant hommage, mais je ne vais pas le faire. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que cette vidéo sur l'homme bicentenaire vous aura plu. Je trouve qu'elle est un peu ratée. Honnêtement, là j'ai terminé tout le commentaire, je trouve que c'est un peu pourri. Mais dites-moi si ça vous va. J'ai l'impression de ne pas rendre justice au film. Ça m'arrive des fois quand j'ai terminé l'enregistrement de me dire c'est un peu pourri ce que je viens de dire. Mais voilà, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Faites-moi des retours, ça me fait toujours très très plaisir de vous avoir à l'autre bout du combiné. Quant à moi, eh bien, je vais continuer un peu cette semaine robot. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!